Dans cette première séance sur les intégrales généralisées, nous allons voir la définition, puis on va voir la relation de Chasles pour les intégrales généralisées, la linéarité, et on va voir en fait quelques critères de convergence, critères de Riemann et critères de comparaison. Les autres critères, on va les voir dans la deuxième séance. Commençons par la définition. Tout d'abord, on va rappeler que pour les intégrales de Riemann, nous avons considéré une fonction f. Ici, les fonctions f qu'on a considérées, c'était des fonctions bornées. Et elles sont définies sur un segment AB. Pour les intégrales généralisées, les fonctions que nous allons considérer ne sont pas nécessairement bornées. Et elles sont définies sur des intervalles de type a, b ouvert de côté de b, avec b qui peut être égal à plus l'infini, ou a, b ouvert de côté de a, avec a qui peut être égal à moins l'infini, ou ouvert des deux côtés. Donc on va donner ici quelques définitions. Première définition, on va définir ce que c'est qu'une fonction localement Riemann intégrable sur un intervalle. Donc on dit qu'une fonction f est localement Riemann intégrable sur un intervalle i, si et seulement si, quel que soit alpha et bêta, tel que le segment alpha bêta est inclus dans i, on a f est Riemann intégrable sur le segment alpha bêta. Donc en particulier, on peut voir que toute fonction continue sur un intervalle i est localement Riemann intégrable sur i. Il suffit de voir que si f est une fonction continue sur un intervalle i, alors elle sera continue sur n'importe quel segment inclus dans i. Et donc, comme on a vu dans le chapitre sur les fonctions Riemann intégrables, on a vu que toute fonction continue sur un segment est Riemann intégrable sur ce segment. D'où le résultat. Comme deuxième définition, on va voir en fait que ici la définition des intégrales généralisées. Donc soit f, une fonction localement Riemann intégrable sur un intervalle i, de type ouvert de côté de b, respectivement de type ouvert de côté de a, on appelle l'intégrale généralisée de f sur l'intervalle i la limite lorsqu'elle existe et qu'elle est finie. Cette limite-là. La limite lorsque x tend vers b- de l'intégrale entre a et x de f de t dt, respectivement, pour le cas ouvert de côté de a, l'intervalle ouvert de côté de a, la limite lorsque x tend vers a+, de l'intégrale entre x et b de f de t dt. Donc lorsque cette limite existe et qu'elle est finie, on va la noter intégrale entre a et b de f de t dt. Donc si la limite existe et qu'elle est finie, on dit dans ce cas que l'intégrale est convergente. Et si la limite, cette limite-là, est égale à plus ou moins l'infini, ou si elle n'existe pas, dans ce cas-là, on dit que l'intégrale diverge. Donc en troisième définition maintenant, on va considérer les intervalles de type ouvert de côté de a et b. Dans ce cas-là, on va prendre un c appartient à b. Alors, l'intégrale entre a et b de f de t dt converge, c'est seulement si on a les deux intégrales entre c et b et entre a et c convergent simultanément. Et en cas de convergence, on a l'intégrale de a à b de f sera égale à la limite lorsque x tend vers a plus de l'intégrale entre x et c de f plus l'intégrale entre c et x de f lorsque, bien sûr la limite, lorsque x tend vers b-. Maintenant, on va voir en fait quelques exemples. On veut trouver la nature de l'intégrale généralisée suivante. Donc pourquoi c'est une intégrale généralisée? Parce que ici, la fonction ln de t sur t n'est pas définie en 0. Donc on dit qu'on a problème en 0. Dans ce cas-là, on a ici la fonction qui a t associé à ln de t sur t, est une fonction qui admet une primitive sur l'intervalle 0, 1. Donc ici, cette primitive s'écrit sous la forme 1 sur 2 ln au carré de t, plus constante bien sûr. On peut dire ici que la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'intégrale entre x et 1, l'intégrale entre ici au lieu de 0 on remplace 0 par x, et on fait la limite lorsque x tend vers 0 plus, ça sera égal alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur 2 de ln au carré de 1, ça c'est 0, moins ln au carré de x. Et bien sûr, ln au carré de x lorsque x tend vers 0, c'est plus l'infini. Ln de x, c'est moins l'infini, et plus ce qu'on a ici au carré, ça devient moins l'infini. Avec le signe moins ici, ça devient égal moins l'infini. Donc, cette intégrale diverge.
Dans ce deuxième exemple, maintenant, on va voir la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de ln dt dt. Là, comme tout à l'heure, on a problème aussi en 0, et on a la fonction ln de t admet une primitive sur 0,1. Donc cette primitive, c'est t ln de t moins t, et puisque, comme tout à l'heure, la limite ici, c'est lorsque x tend vers 0 plus de l'intégrale entre x et 1 ici de ln de t dt, ça sera égal à cette limite. Ça c'est 0, ça c'est moins 1, et ici on peut voir, en fait, on peut calculer cette limite, lorsque x tend vers 0 plus, la limite de cette quantité c'est égal à 0. Donc au final on va trouver que c'est égal à moins 1, donc ça converge. Pour la relation de Charles, on a le théorème suivant. Donc soit f est une fonction localement Riemann intégrable sur l'intervalle a, b, ouvert de côté de b, et c appartient à i. Alors les intégrales de a à b de f et de c à b de f sont de même nature, C'est-à-dire en fait que c'est l'une des deux intégrales converge, l'autre converge aussi, et si l'une diverge, l'autre diverge aussi. Donc ce théorème nous montre que la nature de l'intégrale ne dépend que de ce qui se passe au voisinage de points où on a problème. Et en cas de convergence, on a la relation de Charles suivante. L'intégrale de a à b de f égale à l'intégrale de a à c de f plus l'intégrale de c à b de f. Donc pour la démonstration, c'est très simple. On prend le cas de la relation de Charles sur un segment. Nous considérons le segment AX, avec x bien sûr appartient à AB, et donc la fonction f sera, puisqu'il est localement Riemann intégrable sur AB, donc il sera Riemann intégrable sur AX, sur le segment AX. Et donc on a, d'après la relation de Charles sur un segment, on a l'intégrale entre AX de f égale l'intégrale entre a et c de f plus l'intégrale entre c et x de f. Et bien sûr, comme on peut le constater, cette limite existe, la limite lorsque x tend vers b moins existe, si et seulement si la limite de cette intégrale lorsque x tend vers b moins existe aussi. Et donc ils sont de même nature. Ces deux intégrales sont alors de même nature. Et bien sûr, en fait, par passage à la limite, en cas de convergence, on trouve alors la relation dite de Charles. Et donc, le théorème reste valide pour les autres types d'intervalles, A, B ouvert du côté de A ou ouvert des deux côtés. Par la suite, nous allons considérer uniquement des intervalles de type AB ouvert du côté de B, et après, en fait, on peut généraliser pour les autres types d'intervalles. Donc, nous considérons la condition d'existence, et que la limite, bien sûr, est finie. Donc, l'intégrale entre a et b de f, en cas de convergence, l'intégrale de a à b de f est égale à moins l'intégrale de b à a de f. Et pour l'autre convention qu'on a vu pour les fonctions Riemann intégrables, on a vu, mais ici en fait c'est pour les intégrales généralisées en fait c'est un peu différent, c'est lorsqu'on considère le point où il y a problème. Donc l'intégrale entre b et b de f n'a pas de sens que si f est défini en b, dans ce cas-là, en fait, on n'aura pas de problème, ou si l'intégrale entre a et b converge. C'est-à-dire, en fait, pour un a quelconque. Ici, en fait, on peut avoir ab ou ba. Donc, on va donner ici un exemple pour comprendre ça. Donc, pour le premier intégral, comme on a vu tout à l'heure, l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt, ça converge. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que l'intégrale entre 0 et 0 de ln dt dt, malgré que ln n'est pas défini en 0, cette intégrale, on peut écrire que c'est égal à 0. Par contre, pour le deuxième intégral, pour la deuxième intégrale, on a l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t sur t diverge. Donc, l'intégrale entre 0 et 0 de ln de t dt, de ln de t sur t dt n'a pas de sens. On ne peut pas écrire ça. Ça n'a pas de sens. Maintenant pour la linéarité, soit f et g deux fonctions localement Riemann intégrables sur l'intervalle AB ouvert du côté de B, et lambda un réel non nul. On a les résultats de linéarité suivante. Déjà, on a si l'intégrale de f et l'intégrale de g convergent, toutes les deux, alors l'intégrale de la somme converge aussi. Et en cas de convergence, on a l'intégrale de a à b de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Et pareil pour lambda fois f. Donc ici on a même équivalence pour le cas
de lambda fois f. Donc, l'intégrale de a à b de lambda fois f converge si et seulement si l'intégrale de f converge. Et en cas de convergence, on a l'intégrale de lambda f égale à lambda fois l'intégrale de f. Donc, pour la démonstration, on va considérer uniquement le premier point. Pour le deuxième, en fait, c'est de même. Donc, soit x appartient à b, f est alors Riemann intégrable sur AX, sur le segment AX, parce que F ici, et même G aussi, en fait, pareil, pour F et G, sont toutes les deux localement Riemann intégrables, donc ils sont Riemann intégrables sur AX, sur le segment AX. Donc on va utiliser la linéarité sur la linéarité, en fait, sur un segment, sur les intégrales sur un segment, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les intégrales classiques ou les intégrales de Riemann. Donc ici l'intégrale entre a et x de f plus g sera alors égale l'intégrale entre a et x de f plus l'intégrale entre a et x de g. Et donc on fait tendre le x vers b- et on conclut. Donc si on a ces deux limites existent, alors cette troisième limite existe. Et en fait en cas de convergence, on aura alors l'intégrale entre a et b de f plus g sera égale l'intégrale entre a et b de f plus l'intégrale entre a et b de g. Donc on commence maintenant les critères de convergence. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Et l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha dt converge si et seulement si alpha est strictement inférieur à 1. Ici pour la première intégrale on a problème en plus l'infini et pour le deuxième intégrale on a problème en 0. Et donc ici, en fait, on va voir en fait que pour la démonstration pour le premier point, 1 sur t à la puissance alpha, entre l'intégrale de cette fonction entre 1 et plus l'infini, on a problème en plus l'infini. Donc ici, on va distinguer les cas. Si alpha est différent de 1, alors une primitive de 1 sur t à la puissance alpha, c'est 1 sur moins alpha plus 1 fois t à la puissance moins alpha plus 1. Entre 1 et x, ça va être égal à, alors, ça. Ça va être égal à ça. Et par passage à la limite, on va faire tendre x vers plus l'infini de ça. Donc, ça sera égal à, alors, la limite de cette quantité lorsque x tend vers plus l'infini. Et comme on peut le constater ici, on a x à la puissance moins alpha plus 1. Donc, si moins alpha plus 1 est inférieur à 0, alors, on aura cette quantité qui va tendre vers 0. Que veut dire moins alpha plus 1 inférieur à 0? Cela veut dire que alpha est strictement supérieur à 1. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Et dans ce cas-là, on va voir que la limite est égale à moins 1 sur moins alpha plus 1. Donc si alpha est strictement supérieur à 1. Donc ça converge dans ce cas-là. Et si alpha, moins alpha plutôt, plus 1 est strictement supérieur à 0, alors ça diverge. On va voir que ça c'est égal à plus l'infini, et donc ça diverge. Maintenant, pour le cas alpha égale à 1, on a, si alpha égale à 1, on a une primitive de 1 sur t, parce que ici alpha égale à 1, donc ça devient 1 sur t ici. Une primitive de cette fonction, c'est ln de t. Ln de t entre 1 et x, ça fait alors ln de x. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini. Donc ça diverge. Donc pour alpha égale à 1, ça diverge aussi. Donc le seul cas où ça converge, c'est lorsque alpha est strictement supérieur à 1. Maintenant, pour le deuxième point, ça va être de la même façon. Ça va être exactement pareil. Là aussi, là on a problème en 0. Et donc on fait le même calcul et on trouve que ça c'est égal à cette quantité. Et par passage à la limite, cette fois-ci lorsque x tend vers 0+, on va obtenir que cette quantité tend vers 0 si on a moins alpha plus 1 est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire alpha inférieur strictement à 1. Donc, ça converge si alpha est strictement inférieur à 1. Et ça diverge si alpha est strictement supérieur à 1. Alpha égale à 1, on a, en fait, comme tout à l'heure aussi, c'est ln de x, moins ln de x, et dans ce cas-là, on a, lorsqu'on passe à la limite, ça devient égal à plus l'infini, donc ça diverge aussi. Donc, comme on remarque, on a pour alpha égale à 1, on a à la fois l'intégrale de 1 sur x, ou 1 sur t, dx sur dx, en plus l'infini, et en 0, les deux divergent en même temps.
Donc là, en fait, on n'a pas précisé la borne ici inférieure de l'intégrale parce que ici, on va considérer un voisinage de plus l'infini. Donc, on va considérer cette intégrale au voisinage de plus l'infini. Et là, pareil, on va considérer cette intégrale au voisinage de 0. Donc, pour alpha maintenant différent de 1, on constate que si l'intégrale de dx sur x à la puissance alpha converge, alors cette intégrale diverge. Et si cette intégrale diverge, alors cette intégrale converge. Donc, on a convergence de cette intégrale-là, c'est seulement si cette intégrale diverge. Maintenant, pour les critères les autres critères, on va voir en fait tout d'abord un critère qu'on appelle critère de majoration. Avant de parler de critère de comparaison, on va parler d'abord de critère de majoration. Soit f une fonction positive et localement Riemann intégrable sur AB, l'intervalle AB, alors l'intégrale entre a et b de f converge, c'est seulement si cette fonction, la fonction qui a x, associe l'intégrale entre a et x de f de t dt. Donc c'est une fonction x, si en fait cette intégrale converge, c'est seulement si cette fonction est majorée. Et en cas de convergence, on a quel que soit x appartient à b, on a l'intégrale entre a et x de f est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de f de t dt. Donc pour la démonstration, on va utiliser, en fait, on va faire la démonstration dans les deux sens. Donc pour le cas, pour le premier sens, c'est évident parce que cette fonction, elle est croissante. Pourquoi elle est croissante? Parce que f est positif. Et donc, ça, en fait, il est très facile de vérifier ça, parce que f est positif, et on a ici, on peut appliquer la relation de Schall sur le segment AX, par exemple, si je prends x' inférieur à x, on va avoir, en fait, que ça, c'est égal, l'intégrale entre a et x, ça sera égal l'intégrale entre a et x', plus l'intégrale entre x' et x. Et donc, l'intégrale entre x' et x de f, puisque f est positif, il est positif, et donc, on va déduire que cette fonction est croissante, c'est-à-dire la fonction qui a x associe l'intégrale entre a et x de f. Et elle admet une limite, donc elle est majorée. Donc puisqu'elle est croissante et elle admet une limite, donc elle est majorée. Pour le deuxième sens, d'après le théorème de la limite monotone, on a toute fonction croissante majorée et convergente. Toute fonction croissante majorée et convergente. Or, notre fonction ici, elle est croissante, comme tout à l'heure, en fait, parce que f est ici positif, et elle est majorée, donc elle est convergente. Maintenant, pour le critère de comparaison, soit f et g de fonctions localement Riemann intégrables sur AB, et C appartient à AB, tel que f inférieur ou égal à g, et que f est positif dans un voisinage de B. On n'a pas forcément ça satisfait sur tout l'intervalle AB, mais uniquement on va s'intéresser à un voisinage de AB. Donc s'il est vrai uniquement sur un voisinage de AB, alors on a ces deux résultats. Si l'intégrale de G converge, alors l'intégrale de F converge aussi, et si l'intégrale de F diverge, alors l'intégrale de G diverge. Donc je répète ces deux propriétés. Si l'intégrale de G ici converge, alors l'intégrale de F converge. Et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Par contre, en fait, si on a l'intégrale de g diverge, je ne peux rien dire sur l'intégrale de f. Et si on a uniquement l'intégrale de f converge, alors je ne peux rien dire sur l'intégrale de g. Donc pour la démonstration, on va utiliser le critère de majoration de tout à l'heure. Supposons que l'intégrale de g converge, alors on a l'intégrale entre cx de f sera majorée par l'intégrale entre c et x de g. Ça c'est la comparaison des intégrales de Riemann. Et ça en fait, puisque l'intégrale de g converge, elle est majorée par ça. Donc on vient de montrer que l'intégrale la fonction qui a x associé l'intégrale entre cx de f est majorée. F est positif, en fait, bien sûr, sur l'intervalle cb, et qu'il est majoré, donc elle est convergente. D'après le critère de majoration, de tout à l'heure. L'intégrale de f converge. Maintenant, si je suppose que cette fonction est divergente, cela implique que l'intégrale entre c et x de f n'est pas majorée, cette fonction n'est pas majorée, cela veut dire que cette fonction aussi n'est pas majorée. Donc là, en fait, cette fonction est une fonction croissante qui n'est pas majorée, donc ça diverge.
Et comme ça se termine cette première séance sur les intégrales généralisées.